Rebonjour, voilà, j'ai changé de place parce qu'il faisait un peu chaud. On est le 24 février, je suis dans le Pays Basque, il fait 25-30 degrés. Et voilà, je suis en train de lire un livre de Grégoire Chamaillou qui s'appelle La société ingouvernable. Et comme j'en avais marre de le lire toute seule et que je l'ai trouvé vraiment super, je me suis dit, tiens, je vais le lire à des gens sur Internet. Donc je termine, ça c'est la dernière partie. Donc cette dernière partie parle de l'État et pourquoi les entreprises préfèrent un gouvernement autoritaire mais libéral économiquement à un gouvernement qui empêcherait l'économie et qui serait... en gros, ils préfèrent une démocratie un peu autoritaire à une régulation de l'économie. C'est normal, on les comprend. Le nouveau champ de la lutte des classes, opinait Bell, est le conflit fiscal. Ça rejoint un peu les gilets jaunes, donc je trouve cette partie très intéressante. Le problème, montrait-il, est que l'État capitaliste doit remplir deux missions fondamentales et souvent contradictoires. Une fonction d'accumulation, aider les industriels privés à accumuler davantage de capital, et une fonction de légitimation, assurer une loyauté de masse envers le système. L'intervention publique n'est pas toujours une entrave posée à l'activité économique privée. Loin de là, elle joue au contraire, en s'opposant à la doxa économique libérale, un rôle important pour favoriser son développement. Par des dépenses d'investissement social dans les infrastructures, les réseaux de transport ou de communication, mais aussi dans la santé, la recherche ou l'éducation, l'État prend en charge une part décisive des conditions de l'accumulation du capital. En gros, par nos impôts, on permet aux entreprises de faire des profits. Les routes permettent à Amazon d'accumuler de l'argent. Comme eux ne payent pas d'impôts, c'est nous qui les payons. Sauf que l'accumulation privée ainsi soutenue et favorisée engendre des coûts sociaux et environnementaux qui suscitent des contre-mouvements, des conflits sociaux qui appellent en retour de nouvelles interventions d'un État qui, s'il veut maintenir sa légitimité et le consentement à l'ordre économique dominant avec elle, doit répondre aux diverses revendications de ceux qui subissent les coûts de la croissance économique. En gros, toutes les victimes, les gens qui sont victimes de pollution, de fermeture des usines, des choses comme ça. Contrairement à la présentation tronquée qu'en font les néoconservateurs, la pression structurelle à la dépense est double dans un schéma dialectique où la consolidation du premier pôle appelle par contre-effet celle du second. Ça, j'ai pas compris. Si cette contradiction structurelle est permanente, en phase de récession économique, elle devient incandescente. L'État doit alors continuer d'assurer conjointement ces deux missions fondamentales à un moment où ses ressources fiscales s'amenuisent. Il ne peut plus financer ses tâches de légitimation sans rogner sur ses tâches d'accumulation et réciproquement. S'il fait en outre le choix de réduire la fiscalité sur le capital, le patrimoine et les revenus des plus riches au prétexte d'une politique de l'offre, sa situation budgétaire peut rapidement devenir intenable. Macron. Mais cette crise de la gestion de la crise tient aussi à une contradiction plus profonde. Le problème est que la politique publique, alors même qu'elle doit s'occuper de régler les conséquences dysfonctionnelles de la production privée, n'est pas supposée empiéter sur la primauté de la production privée. L'État doit en permanence sauver le capitalisme de ses tendances autodestructrices, mais ceci sans jamais toucher aux rapports économiques fondamentaux qui les déterminent. Dès qu'il s'aventure à prendre des mesures de régulation sociale, aussi indispensables soient-elles dans une logique d'intérêt bien compris, celles-ci sont ressenties par le capital comme d'intolérables entraves posées à sa liberté économique. Voilà le dilemme. L'État doit à la fois garantir en amont les conditions de l'accumulation et intervenir en aval pour maintenir l'hégémonie que celle-ci met à mal. Ceci alors même qu'il ne peut remplir efficacement sa fonction de légitimation sans se heurter à l'opposition immédiate du capital. En cela, conclut Hoffeux, les sociétés capitalistes sont toujours ingouvernables. Bonjour, je suis toujours à Biarritz, sur les hauteurs de Arkang. Il fait un temps magnifique, on est le 25 février et il fait à peu près 25 degrés. Voilà, et donc je suis en train de finir le livre La société ingouvernable, dont je vous lis des passages depuis hier, s'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo. Ce dont je ne suis pas très sûre. Donc hier, on était sur la fin de la société ingouvernable qui expliquait pourquoi le capitalisme était ingouvernable. Et là, le chapitre 23 parle du Chili. Donc le passage qui suit prend l'exemple du Chili pour expliquer qu'un régime autoritaire vaut mieux qu'une économie régulée. Certains, écrivait Huntington, prétendent que le seul remède au maux de la démocratie est davantage de démocratie. Mais dans les circonstances actuelles, répondait-il, cela équivaudrait à jeter de l'huile sur le feu. Sachant que pour fonctionner efficacement, le système politique requiert une certaine dose d'apathie et de non-engagement de la part des gouvernés, ce qu'il faut au contraire, c'est un plus haut degré de modération dans la démocratie. Alors, il distingue un État totalitaire ou autoritaire.
La distinction entre autoritarisme et totalitarisme, traduit Andrew Gamble, joue un rôle important dans cette littérature. Les régimes autoritaires comme le Chili sont considérés comme étant de loin préférables aux régimes totalitaires, totalitaires dans le sens où l'économie est régulée. Car s'ils interfèrent avec les libertés politiques, ils n'interfèrent pas avec la liberté économique. Les syndicats sont bien sûr dissous ou réprimés, mais l'investissement étranger n'est pas entravé et les citoyens sont toujours libres de posséder, d'acheter et de vendre. Pour les néolibéraux, la destruction de la liberté politique est toujours regrettable, mais il est clair qu'elle ne saurait être mise en balance avec la perte beaucoup plus grave de la liberté économique pour le capital. C'est pour ça que des régimes comme le Brésil, certaines dictatures sont beaucoup plus avantageuses pour le capitalisme que des démocraties. Alors, il faut un État fort pour une économie saine. Un seul slogan, liberté de l'économie par rapport à l'État. C'est un État fort-faible, fort avec les uns, faible avec les autres. Fort, commente Wolfgang Streeck, contre les revendications démocratiques de redistribution sociale, mais faible dans sa relation au marché. Car ce mot d'ordre, poursuivait Heller, n'implique assurément pas que l'État pratique l'abstinence pour ce qui est de la politique de subvention accordée aux grandes banques, aux grandes entreprises industrielles et aux grandes exploitations agricoles, mais bien plutôt qu'il procède au démantèlement autoritaire de la politique sociale. Ce qu'abominent avant tout ces partisans de l'État autoritaire, note-t-il, c'est l'État-providence. Donc, dans le chapitre suivant, ça explique comment faire pour que l'économie puisse manager la politique et essayer de détruire justement cet État-providence. Pour ce faire, Hayek envisageait plusieurs procédés qui tous concouraient à la réalisation d'un même programme, détrôner la politique. L'objectif général, restreindre drastiquement les marges de manœuvre du pouvoir gouvernemental en matière sociale et économique, valait pour tout type de régime, mais en démocratie, sa mise en œuvre butait sur une difficulté spécifique. Pourrait-on trouver un moyen de l'imposer sans rompre trop ouvertement avec les formes du régime représentatif? On a généralement cru que cela était impossible, signalait Hayek, qui lui pensait avoir trouvé l'astuce. Le problème ne paraissait insoluble que parce qu'on avait oublié un idéal plus ancien selon lequel le pouvoir de toute autorité chargée de fonctions gouvernementales devait être borné par des règles de long usage, que personne n'avait le pouvoir de changer ou d'abroger, une seule solution, la Constitution. La démocratie, justifiait-il, a besoin plus qu'un autre régime d'un bornage sévère des pouvoirs discrétionnaires que peut exercer le gouvernement, parce qu'elle est plus que tout autre sujette à la pression efficace d'intérêts particuliers. Pour obvier aux défauts qui caractérisent les régimes politiques où les majorités législatives ont une capacité de légiférer pratiquement illimitée, le salut passait par restreindre a priori le champ du pouvoir gouvernemental, lui défendre une fois pour toutes, par des interdits gravés dans le marbre de la loi fondamentale, d'aller empiéter sur la plate-bande de l'économie. À la trop grande latitude de la décision démocratique, on opposait un modèle de gouvernement constitutionnellement limité. En matière de décision économique, le vieux thème de prédilection du libéralisme était ainsi repris par un néolibéralisme économique passant à la manœuvre sur le terrain du jus politicum. Détrôner la politique, donc, par la sanctuarisation constitutionnelle de l'économie. Cette stratégie constitutionnelle se conçoit comme une métapolitique, comme une intervention dépolitisante sur les règles de formation des choix politiques. Hayek ne se cache pas derrière son petit doigt. On passerait ainsi à un régime de démocratie limitée, mais en quel sens? En ceci, précise-t-il, afin d'éviter les malentendus, que l'activité du législateur devrait se limiter à l'adoption de règles de conduite générales et abstraites. Donc, en gros, là, il dit que la Constitution et, par exemple, la Constitution européenne sont là justement pour borner les possibilités des gouvernements de changer les lois. Une constitution du genre ici proposée rendrait évidemment impossible toutes les mesures socialistes de redistribution. Sans même aller jusque-là, toute intervention sur le marché pour corriger la répartition des revenus deviendra impossible. Sous le formalisme juridique, ne tarde donc pas à ressurgir le contenu social réel de la limitation. Qu'y a-t-il dans la zone interdite? Le panneau vous l'indique en grosses lettres. En vertu de notre nouvelle constitution, redistribution des richesses interdite, défense absolue de toucher à l'ordre spontané des inégalités sociales. Une des clés de la stratégie institutionnelle correspondante consiste à jouer sur les échelles de pouvoir, étirer, écarteler et faire en définitive éclater l'unité de la souveraineté territoriale classique. Imaginant dès 1939 la mise en place d'un système fédéral, Hayek le présentait déjà comme la voie royale pour une restriction du pouvoir et de l'étendue du gouvernement
par le biais d'une constitutionnalisation économique de la politique à l'échelon supranational. C'est assez clair, je trouve. Ensuite, le passage suivant parle des objectifs. L'objectif, c'est endiguer la dépense. Mais que recouvre à son tour cet objectif? Sous cette question de la dépense, décrypte Friedman, il y en a d'autres, celle de la fiscalité, notamment la bombe à retardement des programmes de sécurité sociale, d'assurance maladie, et puis surtout là derrière les impôts cachés sous forme de dépenses obligatoires pour les entreprises privées. Voilà le cœur du problème. Si l'on se soucie tant de la surcharge du budget de l'État, c'est en réalité parce que l'on s'insurge contre la surcharge du capital, cet autre chameau qui croule assurément lui aussi sous le poids des taxes et des contributions sociales. Donc, comment faire pour faire baisser les dépenses de l'État, pour éviter de surcharger le capital? Il y a plusieurs recommandations. Il faut faire baisser tous les avantages sociaux, mais le problème, c'est que ça peut provoquer des mouvements sociaux. Si ceux qui sont aux commandes de l'économie devaient revenir sur leurs engagements en matière de plein emploi et de stabilité des prix, ce serait alors l'une des principales justifications du capitalisme, du point de vue de la classe ouvrière qui se trouverait ébranlée, qui pourrait dès lors blâmer les travailleurs s'ils décidaient de reconsidérer leur adhésion à des arrangements politiques et économiques qui ont déçu leurs attentes. Donc comment faire pour arriver à faire baisser les dépenses sociales sans provoquer de mouvements sociaux? Une démocratie disciplinaire peut-elle demeurer démocratique? Keohane en doute, mais il se refuse à répondre dans l'absolu, ça dépend. En Allemagne, au Japon ou aux États-Unis, peut-être, étant donné que la vigueur économique et la stabilité politique de ces sociétés peuvent leur permettre d'avaler ce genre de potion économique sans grande réaction d'allergie politique. Dans les autres pays de l'OCDE, c'est moins sûr. En appeler à faire des sacrifices pour accroître les profits et préserver le capitalisme ne constitue pas un cri de ralliement très brillant pour former une nouvelle majorité. Il est difficile d'imaginer que des socialistes français, des communistes italiens ou des syndicalistes britanniques se joignent facilement à un consensus sur la nécessité de profits plus élevés. Retour donc à la case départ, il est frappant de voir à quel point dans cette phase de transition encore incertaine vers le néolibéralisme rôde le spectre de la dictature. Donc ils réfléchissent à comment faire pour baisser les dépenses sociales sans provoquer de grands mouvements sociaux, etc. Et donc là, la stratégie, c'est la privatisation. Et la privatisation est définie comme un basculement des fonctions gouvernementales sur le secteur privé. Cette stratégie pour couper dans le budget présentait l'avantage par contraste avec les précédentes de ne pas faire disparaître le service du jour au lendemain, mais de le transférer à d'autres prestataires. Les syndicats de fonctionnaires ne manqueraient pas de s'opposer à la privatisation au nom de la défense de leur emploi et de leur statut, mais le pari était que les usagers, ne voyant pas tout de suite en quoi ils allaient perdre au change, et ce d'autant moins que l'on aurait laissé les services publics se dégrader au préalable, ne réagiraient pas avec autant de vigueur que si on leur avait annoncé tout de go la suppression des activités non rentables. La privatisation constitue certes un ingénieux procédé de coupe budgétaire, mais ajouter les néolibéraux de Saint-Andrews, on aurait tort de les réduire car ces potentialités sont bien plus prometteuses encore. Il y avait bien sûr là derrière des motivations de gros sous, tant il est vrai que la privatisation des services publics participe d'un nouveau cycle d'accaparement que David Harvey a qualifié d'accumulation par dépossession, mais ses promoteurs préféraient insister sur un autre aspect lui aussi très important, pas juste un prétexte, en la présentant comme une stratégie proprement politique centrée sur des enjeux de gouvernabilité. En faisant sortir le service du monde politique pour le placer dans un monde purement économique, on ne change pas seulement de régime de propriété, mais aussi de mode de gouvernement. Tant qu'un service est régi par les logiques du monde politique, il est très difficile d'en contrôler les coûts et d'en limiter l'expansion. Mais si ce programme peut être déplacé dans le secteur privé, alors il va automatiquement être assujetti à des disciplines de marché. Ce que les gouvernements peinent à faire volontairement, la discipline de la concurrence l'imposera mécaniquement. La privatisation, par conséquent, n'est pas tant un projet de dérégulation que de re-régulation, passer d'un mode de régulation à un autre, différent dans ses procédés, mais plus drastique encore, sachant que la régulation que le marché impose à l'activité économique est supérieure à toute régulation que les hommes peuvent concevoir et mettre en œuvre par la loi. En convertissant ainsi les anciennes revendications politiques en demandes marchandes, on espérait décharger non seulement budgétairement mais aussi politiquement l'État de la pression du public. Plus l'État se retire du processus économique, par exemple en privatisant les services publics,
Mieux, il peut échapper aux exigences de légitimation liées à sa responsabilité générale pour alléger les fardeaux d'un capitalisme en crise. On comptait ainsi faire coup double, résoudre en même temps que la crise financière de l'État sa crise de légitimité, soit les deux mamelles de la crise de gouvernabilité des démocraties. Il faut bien comprendre, insiste le sociologue Paul Starr, que la privatisation est un projet de réordonnancement fondamental des revendications dans une société. Tandis que l'usager insatisfait se tournait vers la puissance publique et lui demandait bruyamment des comptes, le client mécontent se borne à changer de crèmerie. En privatisant l'offre, on cherche à dépolitiser la demande, à lui faire préférer, selon les catégories de Hirschman, exit à voice. Voter avec ses pieds en prenant la sortie plutôt que contester en donnant de la voix. Ensuite, il parle de la privatisation du rail en Angleterre. Donc, en gros, quand on passe d'un service public à un service privé, les gens se rendent moins compte, ils se rendent moins compte de ce qu'ils vont perdre. Et c'est eux qui participent à la privatisation. Les choix sont progressivement faits par les individus et au fil des mois et des années, ils produisent cumulativement la nouvelle réalité. Les révolutions les plus sûres sont celles que les gens font pour eux-mêmes au cours du temps. Avec cette méthode, il n'est pas nécessaire de persuader tout le monde d'adhérer au projet global d'une société de marché pour que chacun œuvre à la faire advenir. En réalité, il est même crucial de ne jamais poser aux gens la question à cette échelle. Cette société-là, on ne va pas la leur vendre en gros, seulement en détail. La grande question du choix de société, on l'élude en la dissolvant dans de minuscules questions d'une société de choix. La ruse de la raison micro-politique consiste en ceci que, dans ces micro-choix, on décide aussi par surcroît, sans le savoir, d'autre chose que de leur objet immédiat. Les volitions de chacun contribuant par deux vers soi à construire une société que l'on n'aurait peut-être pas choisie si on nous l'avait présentée dès le départ comme étant le résultat attendu. Petite, cette micro-politique l'est donc encore aussi au sens de la mesquinerie. Rétrécir l'horizon, ne plus regarder le monde que par le petit bout de la lorgnette, le paysage général, on ne le contemplera que plus tard en prenant peut-être enfin un peu de recul. Un à un, les rapports les plus infimes en auront été altérés et à perte de vue, l'ensemble sera devenu méconnaissable. Voilà, on va finir par oublier ce que c'était les services publics. Ensuite, il y a un passage où il explique comment les privatiseurs rédigent des manuels de tactique disponibles. Il faut cacher ses dessins, il faut payer les gens pour leur faire accepter de partir avec un gros chèque, par exemple, contre la perte de leur statut. Il y a une autre tactique qui est assez dégueu, mais qui est intéressante, et je pense que c'est ce qu'ont bien compris les cheminots et ce contre quoi ils ont lutté. Ça consiste à bloquer les entrées. C'est par exemple pour le régime des retraites. En gros, cette méthode consiste à bloquer les entrées futures tout en garantissant les avantages de ceux qui sont déjà à l'intérieur du système. Cette méthode peut se révéler très utile pour partir à l'assaut des régimes de retraite. Rien ne sert là encore d'exciter les oppositions en s'attaquant trop ouvertement aux droits sociaux des travailleurs encore actifs. Pour faire passer votre réforme, prenez surtout bien soin de préciser que les changements proposés ne s'appliqueront pas aux prestations promises et n'affecteront personne atteignant l'âge de la retraite avant la fin du siècle. Ces propositions, résume-t-il, consistent en quelque sorte à acheter les générations présentes afin de mettre progressivement en place un nouveau système. Vendez-nous les générations futures et vous serez épargnés. Le message est le même que précédemment, étant donné que vous ne serez pas touché personnellement. En quoi cela vous concernerait-il politiquement? Pourquoi vous battre pour d'autres que vous-même, fussent-ils vos enfants ou vos petits-enfants? Ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Qu'importe après tout, puisque vous-même, promis juré, passerez entre les gouttes, et après vous, le déluge. La micropolitique néolibérale vise à produire des effets sur la conscience et sur l'action. Altérer radicalement les capacités de penser et les manières d'agir, ceci à un niveau anthropologique, telle est la radicalité de ce à quoi nous sommes confrontés, il faut en prendre toute la mesure. C'est pas facile à comprendre intellectuellement. C'est pour ça que je lis ces textes à vous. Ça me permet un peu de... Oui, ça me permet donc de mieux comprendre, j'ai l'impression, en vous lisant ces textes, de mieux les comprendre. Ouais. Je ne suis pas du tout sûre que quelqu'un regarde encore cette vidéo très très longue. Voilà, je vais vous lire la conclusion. On a pu présenter le néolibéralisme comme étant l'expression d'une phobie d'État. En réalité, il s'accommode très bien du pouvoir d'État, y compris sous des formes autoritaires, tant que cet État demeure libéral au plan économique.
De quoi alors est-il phobique? On l'a vu sur l'exemple de la question écologique, crainte de la régulation, de ses coûts pour le capital, de ses empiètements sur les prérogatives managériales et là derrière, horreur des mouvements sociaux, de la démocratie mouvement et de ses exigences à juste titre perçues comme tendanciellement antinomiques avec l'organisation capitaliste de la production et le primat de la valeur qui la fonde. La grande réaction qui s'est préparée dans les années 70 ne fut pas tant conçue comme une alternative à l'État-providence que comme une alternative à la contestation de celui-ci. Ce fut une alternative à l'alternative. Sans doute aurait-on là une bonne indication pour savoir d'où repartir aujourd'hui, contre le libéralisme autoritaire, rouvrir le chantier de l'autogestion. Voilà. Merci pour ce livre. Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. Bon, évidemment, j'ai pas lu le livre en entier, hein. Enfin, à vous. En tout cas, j'ai fait plein de coupes. Peut-être qu'il y a des passages qui paraîtront pas très clairs. Je suis vraiment désolée. Mais je vous conseille vivement de le lire. C'est vraiment très intéressant pour comprendre l'époque à laquelle on vit. Et sur ce, bonne journée.